Maintenant, pourquoi en parler spécifiquement au féminin? Plusieurs petits critères qui font que les femmes sont plus susceptibles à certaines maladies mentales que les hommes, notamment des facteurs biologiques, des facteurs aussi sociaux qu'on va développer plus tard. Il y a aussi le contexte africain dans lequel il y a des pressions particulières qui sont mises sur les femmes. Il y a aussi même des pratiques comme l'excision. Il y a plusieurs choses en fait qui mettent la santé mentale des femmes plus à l'épreuve que celle des hommes. Avant de parler de ce qui n'est pas normal, on va regarder à quoi ça ressemble un peu quand une femme est saine mentalement. Donc, il y a une gestion du stress qui est là. C'est une personne qui est capable de gérer la pression quotidienne sans ça, par exemple, là, de faire cette présentation devant des tatas de moments qui m'ont vu grandir, je suis stressée. Mais ce stress qui n'est pas un stress pathologique parce que ça ne me paralyse pas, ça ne m'a pas empêché d'accepter de le faire. Donc, dans ce cas précis, le stress n'est pas négatif. Mais le stress peut être négatif dans d'autres contextes lorsqu'il est prolongé et qui va entraîner certains effets négatifs qu'on va développer encore plus tard. Donc, cette femme-là qui est saine est également résiliente. C'est-à-dire qu'elle démontre de la stabilité émotionnelle et dispose de ressources pour faire face aux défis. Elle est également équilibrée au plan neuro-endocrinien, on va voir après ce que c'est, et équilibrée aussi dans son environnement. Nous allons voir quelques facteurs qui influencent la santé mentale des femmes. Merci. Ok. Donc d'abord, on va voir les facteurs biologiques. On sait que chez les femmes, il y a des fluctuations hormonales. On a découvert récemment que contrairement aux hommes qui ont un cycle de 24 heures, c'est-à-dire une journée entière, les femmes, elles, ont un cycle de 28 jours, plus ou moins 4. Ça veut dire que, par exemple, dans la phase lutéale, il y a une baisse de progestérone et ça va influencer sur l'humeur. Pourquoi? Parce que pendant cette phase-là, il y a une hormone qu'on appelle l'oestrogène. Et l'oestrogène, elle fait que la sérotonine, qui est un neurotransmetteur, est plus sécrétée. Et ça, c'est l'hormone du bonheur. Donc, quand l'oestrogène baisse, le niveau de sérotonine baisse, du coup, l'humeur de la femme aussi peut être un peu plus maussade qu'avant. En parler, pourquoi? Parce que souvent, on entend dire que les femmes sont changeantes, que leurs opinions sont comme ça. Et parfois, les femmes elles-mêmes peuvent se culpabiliser. Ou alors, les hommes peuvent les culpabiliser de ça. Alors que ce ne sont pas des caprices. C'est simplement des hormones qui sont en jeu et qui font varier l'humeur. Ce n'est pas de la comédie ou des caprices. C'est le destin comme ça que Dieu a fait la femme avec des hormones qui fluctuent. Par exemple, aussi la progestérone augmente dans cette phase lutéale-là, ce qui rend plus irritable. Donc, premièrement, ce que je veux dire ici, c'est que pendant cette phase-là, il y a ces changements d'humeur-là et on ne doit pas se stigmatiser par rapport à ça. Et quand ça va plus loin, ça peut créer ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire des femmes qui sont encore plus irritables, encore plus, voire déprimées même pendant cette période-là. Ce n'est pas de la comédie et ce n'est pas aérien, ce n'est pas mystique, c'est simplement des jeux d'hormones qui expliquent ça. Encore plus loin, ça crée chez d'autres femmes ce qu'on appelle le syndrome dysphorique prémenstruel. C'est vraiment des femmes qui vont vraiment se sentir déprimées pendant la semaine avant leur règle, en fait. Et dans la société, parce qu'on ne sait pas ces choses-là, on peut regarder une personne et lui dire « Ouais, arrête ça, tu es paresseuse », stigmatiser encore plus la personne, alors que ce sont des vraies maladies. Donc, si c'est des choses qui vous arrivent, peut-être voir un gynécologue. Le syndrome prémenstruel et le syndrome dysphorique prémenstruel peuvent être gérés à ce niveau-là. Ensuite, il y a les cycles de vie. Par exemple, la grossesse. Tous les changements hormonaux dont j'ai parlé ici, là, sont encore plus accentués pendant la grossesse et ça fait encore que les femmes sont encore plus sensibles à ce moment-là. La ménopause encore, il y a carrément une chute progressive de la progestérone et de l'oestrogène progressive. C'est-à-dire que ces hormones-là qui influençaient sur la sécrétion de l'hormone d'un neurotransmetteur comme la sérotonine baissent. La sérotonine baisse. Alors que la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, quand le niveau baisse, en fait, ça veut dire que l'humeur d'une personne qui est à cet âge-là peut progressivement devenir plus maussade, ce qui l'expose encore plus à ces maladies mentales-là. D'autant que ça va arriver, les gens autour ne vont pas comprendre, ils vont se dire « Ah, tu déranges ». Il y a cette stigmatisation qui empire les choses.
L'objectif de cette première partie, c'est déjà d'enlever la stigmatisation sur certaines variations d'humeur qu'il y a chez les femmes en général, pour que les femmes sachent du moins que vous n'êtes pas paresseuse, vous n'êtes pas capricieuse, c'est simplement dans votre corps, il y a des variations hormonales qui influencent vos humeurs. Et aussi aux hommes qui sont présents de savoir qu'effectivement, ils ne sont pas en train de jouer la comédie ou juste d'être emmerdantes expressément. Ça vaut pour la grossesse, ça vaut pour la ménopause aussi. Le prochain point, c'est les facteurs neuroendocriniens et gynécologiques. Tout à l'heure, je vais encore continuer à parler d'hormones. Je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. Toujours dans le cadre des hormones, il y a par exemple des hormones comme les hormones thyroïdiennes qui, s'il y en a trop, on a ce qu'on appelle une hyperthyroïdie. Et ce qui est intéressant, c'est que les symptômes de l'hyperthyroïdie sont pareils que les symptômes de l'anxiété. Donc peut-être quelqu'un qui est... bon, les symptômes, ce sera après. Mais pour dire quoi? Pour dire que il peut y avoir des maladies qui ont des manifestations psychologiques ou psychiatriques, mais qui n'ont pas des causes psychiatriques ou psychologiques, mais qui ont des causes hormonales, c'est-à-dire au niveau neurologique, au niveau endocrinien. Donc c'est aussi pour préciser que ce qu'on va faire après, parce qu'on va avoir quelques maladies, ce n'est pas un outil diagnostique, vous ne pouvez pas juste regarder ça et dire « Ah tiens, je suis malade ». Non, vous pouvez avoir les symptômes et que la cause soit ailleurs. Donc si vous en avez, allez plutôt consulter. Également, toujours dans le même cadre, s'il y a une hypothyroïdie, ça a les mêmes manifestations que la dépression. Également, les complications obstétricales, comme signe aggravant. Il y a ce qu'on appelle la dépression du postpartum. Les gens c'est pas connu, mais beaucoup de femmes, après avoir accouché, passent par une dépression. Dans la société, on n'ose pas imaginer, on n'ose pas parler d'une femme qui, après avoir accouché, n'est pas au top, toute heureuse d'avoir eu un enfant. Mais ça arrive. Et ce n'est pas sa faute à elle. Ce n'est pas pour la pointer du doigt, mais comment tu as un enfant, tu n'es pas heureuse, comment tu te comportes comme ça. C'est des maladies qui existent, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a d'énormes variations hormonales à ces moments-là. Ensuite, les facteurs psychologiques et sociaux, naturellement. Comme vous le savez toutes, il y a beaucoup de pressions qui sont appliquées aux femmes. Il faut à la fois travailler, s'occuper du mari, s'occuper des enfants. Et pour les célibataires, comment réfléchir à ne pas continuer à être célibataire, que sais-je. Et j'ai même remarqué que vous appelez entre vous les mamans. C'est presque comme si vous avez oublié votre statut de femme et que la première chose que vous mettez devant, c'est votre statut de maman. Et vous vous appelez comme ça, alors que vous êtes d'abord femme avant d'être épouse ou mère. Bon, peut-être on va en parler plus tout à l'heure, mais ça reflète en fait ces pressions-là qui sont mises sur vous de sorte à ce que vous oubliez votre personne et vous mettez tous ces autres rôles-là en avant. Il y a également comme facteur social les violences basées sur le genre. J'ai envie de croire que ce n'est pas le cas ici, mais il y a des femmes qui subissent des violences, parfois dès l'enfance même. Il peut y avoir des violences par des proches, des agressions sexuelles. Parfois, dans le mariage, il y a des violences conjugales. Et tout ça, en fait, ça prédispose la femme, ça la met en risque, en fait, de développer des maladies comme, par exemple, les troubles post-traumatiques. C'est-à-dire, après un stress, après avoir vécu un événement traumatique, c'est peut-être une femme que vous allez la voir. Quand vous faites ça, elle fait comme ça. Alors que peut-être vous allez la saluer, mais elle est tellement habituée à ce que ce geste-là, ça veut dire je vais me faire frapper, elle a déjà esquivé. Donc, c'est des petits signes comme ça qui peuvent montrer qu'une personne a subi un traumatisme et que les signaux que son cerveau a créés pour se protéger sont encore là malgré que le traumatisme ne soit pas passé. Il y a également les inégalités économiques. Pour rester dans le contexte des violences, par exemple, il y en a qui restent dans ces situations-là parce qu'elles n'ont pas les moyens d'en sortir. Elles n'ont pas les moyens de quitter. J'ai même vu une vidéo récemment au Cameroun où il y a une jeune femme qui a eu le courage de quitter cet environnement violent-là. Elle est rentrée chez les parents, mais les parents ont dit on n'a pas de quoi s'occuper de toi, rentre chez ton mari. Elle est retournée, son mari l'a battue jusqu'à ce qu'elle est morte. C'est pourquoi ça passait au journal. Donc c'est important de savoir que si économiquement il n'y a pas une certaine capacité à se prendre en charge, on peut se retrouver à supporter des situations qu'on ne devrait pas supporter. Également, j'ai mis un facteur religieux, et c'est dans les facteurs favorisants. Ne me tirez pas les balles. Il y a aussi les facteurs favorisants religieux au niveau des facteurs positifs.
Au niveau culturel et religieux d'abord, il y a une certaine stigmatisation parce qu'on a une vision des maladies mentales qui est telle que non, comment tu es chrétien, tu es triste. Non, un chrétien ne peut pas être triste, tu dois avoir la joie. Tu as peur de quoi alors que ton Dieu est grand. Il y a une certaine stigmatisation de ça, alors que dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont eu ça. Je pense au prophète Élie. Au chapitre 18 de 1 roi, il a fait de Baal, il a dit non, notre Dieu c'est le plus grand, on va le servir. Au chapitre 19, juste après, quand Jézabel l'a menacé, on dit qu'il a eu peur, tellement peur qu'il a amené son disciple quelque part. Il a marché dans le désert, il allait se cacher, il a demandé la mort à Dieu. C'est-à-dire que c'est une anxiété, une peur qui l'a poussé à vouloir mourir. Donc dans la Bible, il y a de l'anxiété. Je pense à Job. Job était déprimé après avoir vécu tout ce qu'il a vécu. Il était déprimé. Lui aussi, dans Job 6, je pense au verset 2, il demande la mort aussi parce que sa tristesse l'a envahi. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas ça dans la vie ou qu'un chrétien ne peut pas être déprimé ou anxieux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la manière dont Dieu a approché les choses. Quand Élie était dans sa période d'anxiété où il voulait la mort, Dieu n'est pas allé lui dire, mais comment tu peux dire que tu veux la mort? C'est pas toi qui disais au chapitre passé que je suis un grand Dieu. Tu as peur de Jézabel, pourquoi? Dieu n'a pas dit ça. Il a envoyé un ange. L'ange est venu dire, lève-toi, mange. Il a mangé, il a bu, il a dormi. Il a dit, mange encore. Il a mangé, il a bu, il a dormi. Donc si on se retrouve avec des personnes qui sont dans ces situations-là, on est appelé à faire comme cet ange-là, aller les visiter, leur apporter peut-être à manger, leur apporter du réconfort. Et dans le cas de Job, Dieu est venu après. On peut voir ce qui s'est passé quand Dieu arrive comme des remontrances, mais Dieu est en train de rappeler sa grandeur à Job. Et après, il reprend les amis de Job qui étaient en train d'aggraver son cas. Il dit à ses amis-là que comment vous êtes ses amis et vous empirez le cas, vous devriez être en train de le contrôler. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même est en train de nous dire que dans ces cas-là, on ne doit pas être en train de stigmatiser les gens, on doit les consoler. Donc cette première partie avait pour but, comme je disais, déjà d'enlever la stigmatisation au niveau de ces situations d'humeur qui peuvent être causées par des situations hormonales. Deuxièmement, d'enlever la stigmatisation au point de vue médical, parce qu'on pense souvent que ce ne sont pas des vraies maladies, alors que ce sont des maladies qui sont simplement causées par des fluctuations hormonales. Parce que les humeurs et toutes ces réactions qu'on voit là, les manifestations visibles là, sont dictées par des hormones, des neurotransmetteurs, etc. Donc c'est médical. Donc ce n'est pas mystique ou que sais-je. Et au point de vue religieux aussi, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas passer par ces choses-là. Donc voilà les premières choses que vous devez mettre en place déjà avant d'avancer. Également des facteurs protecteurs, comme je disais. Au niveau social, il y a donc ce soutien et cette cohésion-là lorsqu'on est dans une communauté, peut-être comme celle-ci, peut-être comme le groupe des femmes. Il y a ce soutien-là qui devrait normalement être là. S'il n'est pas là, il devrait l'être. Au niveau familial, autant il y a des familles qui peuvent être abusives, il y a aussi des familles où il y a des liens solides qui sont créés et qui peuvent permettre à la personne d'avoir des bases solides d'estime de soi. Il y a, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir des ressources. Si une femme a des ressources, elle n'aura pas à vivre certaines situations. Si elle est seulement éduquée assez pour pouvoir se trouver un travail et prendre soin d'elle, même si elle ne travaille pas nécessairement, elle a cette tranquillité d'esprit-là de savoir que j'ai telle compétence. Si j'ai besoin de travailler, je peux travailler. Et mieux encore, lorsqu'elle a justement cette autonomie économique-là, elle a la tranquillité non seulement au niveau de oui, si on me bat, je peux quitter, mais aussi de on ne souhaite pas, mais le mari peut décider. Et c'est le genre de stress qui sont levés quand tu sais que même s'il se passe quelque chose, je peux prendre la relève, je peux gérer la famille. Et ça fait qu'il y a un stress qui est enlevé. Bien sûr, au niveau physique, il y a l'activité physique et l'hygiène de vie. Il faut faire du sport, il faut dormir assez et ça permet de protéger. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du sport, il y a la libération des hormones comme l'endorphine qui régule l'humeur. Et le sommeil aussi, c'est très important. Ça permet de réguler le cortisol qui est une humeur, une hormone. C'est ce qu'on appelle l'hormone de stress. Oui, il y a aussi des facteurs religieux qui sont protecteurs. Le simple fait d'avoir une foi, il est prouvé que les enfants de croyants ont un taux de suicide inférieur aux enfants de non-croyants. Le simple fait d'avoir une foi
c'est pas précisé que c'est le christianisme, mais le simple fait d'avoir une foi aide déjà. Ensuite, quand on base son estime de soi, par exemple, sur le fait, la pasteur disait tout à l'heure que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si tu bases ta valeur sur le fait que tu es créé à l'image de Dieu, il n'y a pas grand-chose dans la vie de tous les jours. Par exemple, un échec ne va pas te couper les ailes, si je peux dire ça comme ça, parce que tu sais que ça ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit de toi. Et juste quand on est chrétien et qu'on a compris ça, ça permet d'avoir justement la résilience et d'être plus résistant aux épreuves de la vie. Ensuite, nous allons voir quelques maladies mentales qui sont courantes. On va voir la dépression, l'anxiété. Le burn-out, ce n'est pas une maladie mentale reconnue, mais l'OMS a reconnu ça. Et les troubles post-traumatiques. Premièrement, la dépression. Les femmes sont 2 fois plus susceptibles de développer une dépression que les hommes. On a vu les facteurs favorisants plus haut, et c'est par rapport à tous ces facteurs-là que les femmes sont plus susceptibles, 2 fois plus susceptibles que les hommes de développer une dépression. À cause des facteurs qu'on a cités, les facteurs hormonaux qui influencent cette vulnérabilité-là, et ces événements stressants et toutes ces casquettes-là que les femmes doivent jongler. Comment reconnaître, qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire ah peut-être que je suis peut-être que j'ai une dépression. Et comme je dis, c'est pas pour vous diagnostiquer, mais c'est plutôt pour pouvoir aller consulter si vous vous rendez compte que vous en avez des signes. Donc il y a une tristesse qui est permanente. C'est pas une tristesse qui est justifiée. Par exemple, si j'ai perdu un être cher et que je suis triste, c'est normal. Mais si je suis triste sans raison et depuis plus de 2 semaines, je dois commencer à me poser des questions. Le deuxième signe, c'est une perte d'intérêt. Des choses qui avant t'intéressaient, maintenant ça ne te dit plus rien. Tu n'as plus d'intérêt en quoi que ce soit, tu ne veux plus rien faire. Il y a également les troubles du sommeil. Soit tu ne dors plus du tout, soit tu dors trop. Tu fais que dormir là. En fait, c'est une technique de fuite dans ces situations-là parce que tu veux fuir la réalité, donc tu dors beaucoup plus. Il y a aussi la fatigue constante. On appelle ça la somatisation. C'est pas, comment dire, c'est pas que la personne fait semblant d'être fatiguée. Elle est vraiment fatiguée parce que c'est son esprit et c'est son corps. Les hormones dont je vous parlais tout à l'heure, la progestérone, lorsqu'elle augmente, ça fait que la personne est fatiguée et irritable. Donc c'est une fatigue qui est présente. Donc si je récapitule pour la dépression, ça va être une tristesse qui est non justifiée qui dure plus de 2 semaines, une perte d'intérêt aux choses qu'on aimait avant, des troubles du sommeil et une fatigue constante. Comment est-ce qu'on peut prévenir donc la dépression? Comme j'ai dit, ici, on ne va pas parler au terme purement médical, donc je ne vais pas donner de médicaments, de molécules, non. Je vais dire ce qu'on peut faire pour prévenir. Si on en arrive à la dépression, il faut consulter. Mais ce qu'on peut faire pour prévenir, c'est premièrement la sensibilisation. Et je pense que ce qu'on est en train de faire ici maintenant, c'est de la sensibilisation. Le deuxième truc, tout à l'heure, j'ai parlé de dépression du postpartum. C'est de faire aussi un bon suivi prénatal et postnatal aussi pour que les femmes qui peut-être sont à risque de développer une dépression périnatale ne le fassent pas. Et aussi, c'est important qu'il y ait un soutien communautaire. C'est important de développer des réseaux, mais de vrais réseaux, pas juste on est ensemble, mais on est ensemble et on se fait confiance. Donc, nous allons voir maintenant l'anxiété. L'anxiété touche plus fréquemment les femmes, en particulier après les traumatismes. Tout à l'heure, j'ai cité quelques traumatismes possibles. Et aussi, les violences subies augmentent considérablement les risques de troubles anxieux, ce qui peut affecter la qualité de vie et les relations interpersonnelles. Quelques signes de l'anxiété. L'anxiété, en fait, ça va se manifester principalement par une inquiétude, mais pas une inquiétude normale, parce que parfois, il y a raison de ça. Mais c'est une inquiétude excessive qui n'a pas forcément lieu d'être. Par exemple, là, il y a celui qui est en train de courir. Et puis moi, je me dis, non, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, si elle court, et qu'il se passe quelque chose. C'est parfois des parents qui sont hyper protecteurs parce qu'ils sont
tout le temps anxieux que quelque chose se passe. Dès qu'ils perdent l'enfant de vue, ils sont tremblotants. Parce qu'ils ont tout le temps peur que quelque chose se passe, de sorte à ce que ce n'est pas proportionnel au risque. C'est disproportionné. L'autre truc, en fait, c'est l'irritabilité. C'est des personnes qui sont constamment irritables, elles s'énervent facilement. Et généralement, dans le cas d'anxiété, c'est de l'insomnie, en fait. Parce que ces personnes sont inquiètes. Comment tu vas dormir quand tu es en train de t'inquiéter? Donc, au lieu de s'endormir, elles sont en train de penser à des choses dans 20 ans, alors qu'elles ne sont même pas sûres d'être vivantes à ce moment-là. Elles sont en train de s'en inquiéter. Et souvent, peut-être vous pouvez reconnaître ces personnes-là, parce que souvent, vous allez les voir en train de faire des choses comme ça. Parce qu'elles sont tendues. Donc, souvent, elles sont en train de... Elles sont tout le temps tendues, donc il y a les muscles qui sont tendus. Donc, parfois, vous les reconnaissez en train de faire des choses comme ça. À cause de la tension qu'elle essaie de libérer. Mais ce n'est pas au niveau des muscles réellement qu'elle a tension, c'est parce qu'ils sont anxieux que ça reste très. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'anxiété? Il faut apprendre à gérer le stress. Il y a quelques techniques de respiration et de méditation qui peuvent vous permettre de supporter ou de passer les périodes d'anxiété. Il y a également la relaxation. Si on pratique ça régulièrement, ça peut aider aussi à réduire l'anxiété. Et encore une fois, la sensibilisation. Ici, il y a les troubles post-traumatiques, les troubles de stress post-traumatique. Le premier signe, c'est les flashbacks. C'est une personne qui revit. C'est comme un film qu'elle rejoue dans sa tête. Elle rejoue le film de l'événement traumatisant. Elle rejoue ce film-là encore et encore. Le deuxième signe, c'est qu'il y a des tentatives d'évitement. La personne cherche à éviter les situations traumatisantes. Par exemple, les personnes qui ont vécu des enfances où les mariage des parents n'ont pas marché, où il y a peut-être de la violence dans le mariage de leurs parents, vont souvent pour les femmes chercher à éviter le mariage parce que leur mère a été battue. Donc dans leur tête, c'est si je me marie, je risque de vivre la même chose. Donc elles vont éviter ça, elles vont chercher à éviter ça. L'autre signe, c'est l'hypervigilance. Comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un, si vous levez la main, elle a vite fait d'éviter de fuir. Parce que la personne, et s'il y a un bruit soudain, la personne a déjà suffoqué comme ça. Parce qu'elle est en état d'hypervigilance. Et aussi les cauchemars. La personne fait très souvent des rêves angoissants qui sont liés au traumatisme que la personne a vécu. Ici, pour prévenir les troubles de stress post-traumatique, en fait, il faut prévenir les traumas. Et ça s'adresse plus au personnel médical. Il faudrait que lorsqu'on reçoit une personne à l'hôpital de manière répétée, avec des bleus, des coups, etc., généralement, les personnes ne vont pas l'admettre. Mais si on se rend compte qu'elle revient avec des blessures, elle va dire des choses du genre « Oui, je suis tombée, j'ai glissé, c'est le couteau, je coupais quelque chose et puis… » Alors qu'en fait, c'est parce qu'elles se font battre. Vous remarquez que ça arrive très, très souvent et que les cicatrices que vous voyez ne correspondent pas à des cicatrices d'une chute, par exemple. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille, essayer de construire un environnement propice à ce qu'elle se confie à vous. Et si elle le fait, l'orienter vers des professionnels de la santé pour qu'elle puisse être prise en charge. Parce que dans ces cas-là, on a vite fait de dire à la personne, mais s'il te bat, pourquoi tu ne quittes pas de là? Ce n'est pas si facile que ça. Il y a aussi une emprise mentale qui se crée. De sorte à ce que la personne, même si elle veut partir, elle se trouve des excuses. Ouais, mais il va changer, etc. Donc, il faut un suivi par un professionnel pour déjà briser cette emprise mentale avant qu'elle ne puisse quitter de là. Alors, le burn-out, ce n'est pas reconnu dans le manuel de diagnostic de psychiatrie, mais l'OMS a reconnu ça. Donc, j'en parle aussi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de casquettes que les femmes jouent en même temps. Ce qui fait qu'elles peuvent se perdre dans tous ces rôles qu'elles sont en train de jouer là et ça peut conduire au burn-out quand on n'a pas le temps de se reposer, de prendre soin de soi. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai un peu été expliquée quand je vois comment vous appelez tout le temps maman telle, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais j'ai l'impression, je veux juste vous rappeler qu'avant d'être la mère de quelqu'un, la femme de quelqu'un, vous êtes d'abord vous-même. Et c'est aussi l'occasion de savoir vous retrouver dans ça, de retrouver un moment pour vous. Et ça, c'est la prévention du burn-out en fait, c'est de trouver un moment pour vous dans chaque journée, pouvoir vous reposer, pouvoir prendre soin de vous. Sinon, sur le long terme, ça peut vraiment vous conduire au burn-out. Autre chose qui peut
protéger justement au burn-out au niveau professionnel, de se soutenir entre collègues et aussi d'avoir la reconnaissance. Certainement, il y a parmi vous des grands boss et tout qui avaient des employés en dessous de vous. Pour éviter que ces personnes-là puissent avoir un burn-out, c'est utile quand ils font un truc qui est bien, de pouvoir noter ça. Ils savent que leur travail est valorisé. Ça aide aussi à ne pas atteindre le burn-out. Et le grand boss lui-même, le premier. Oui, il faut reconnaître ses propres. Il faut reconnaître ses propres actes. Et le soutien communautaire, comme je disais tout à l'heure, ça c'est le soutien communautaire. Vous avez un groupe entre vous qui vous parlez, vous soutenez. Et le en tout cas en théorie et dans l'idéal. Le soutien familial aussi important. Vous êtes des mères pour la plupart. Et souvent, les choses qui n'ont pas été faites pour vous, peut-être les environnements qui n'ont peut-être pas été créés pour vous, vous pouvez les créer pour vos enfants. Créer un environnement familial en fait qui est propice à l'échange, où l'enfant est confortable, où l'enfant se sent aimé, où l'enfant se sent vraiment écouté, où il n'a pas peur de dire quelque chose que non, maman va mal le prendre. C'est en faisant comme ça que même s'il y a des difficultés dans la vie de tous les jours, ils savent qu'ils ont un cadre de soutien, ils ont une base sur laquelle retomber et ça c'est très important. Maintenant on va voir quelques stratégies pratiques pour avoir une meilleure santé mentale. La première, c'est l'autoréflexion et la pleine conscience. Ce que les anglophones appellent le mindfulness, c'est l'état de pleine conscience. Peut-être que vous avez déjà remarqué que quand tu es en train de faire une chose, peut-être tu conduis, tu es au volant, tu es en train de conduire, mais ton esprit est sur les assiettes des enfants, les assiettes qui n'ont pas été lavées, les devoirs des enfants qu'il faut aider à faire. Ton cerveau va à 1000 endroits. Et le mindfulness, en fait, la pleine conscience, c'est de dire de revenir dans le moment. Si tu es en train de conduire, conduis et ne fais que ça. Parce que être dissocié comme ça entre ton corps et ton esprit qui est ailleurs, et ton corps qui est en train de faire autre chose, ce n'est pas bon. Donc la première chose, c'est de revenir dans l'instant présent. Chaque activité qu'on fait, on essaie d'être présent, de ne pas s'inquiéter d'une autre activité qui est ailleurs. Il faut le pratiquer de manière quotidienne, en association également avec l'autocompassion. Ça va être d'abord de reconnaître ses limites. Parce que oui, on peut tout, comme on dit aujourd'hui, égalité et tout, on peut tout faire. On peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que je suis capable de tout faire. Je vais le dire en anglais. I can do anything, but I cannot do everything. Vous pouvez faire n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas tout faire. Donc c'est important de reconnaître vos limites et de poser les limites aux autres. Donc si tu sais que tu as déjà ta semaine qui est pleine et qu'on vient te demander un service, non, je ne peux pas. Si tu sais que ta semaine est pleine et que non, on a besoin de toi, je ne sais pas, au travail, on te donne un autre dossier, je ne peux pas. À l'église, on te demande autre chose, je ne peux pas. Il faut savoir dire non. Je sais que on glorifie un peu le fait d'être constamment disponible, et c'est ça aussi qui favorise le burn-out en fait. Parce que tu continues à donner de toi jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Il faut savoir dire non en fait. C'est la deuxième étape de l'autocompassion. La première étape de l'autocompassion. La deuxième, c'est la bienveillance envers soi-même. Parce qu'on est souvent notre plus grand critique. Tu as fait quelque chose, les gens même sont en train de te complimenter, mais toi tu as déjà vu tout ce qui ne va pas dedans et c'est tout ce que tu vois. Tu vois juste ce que tu n'as pas bien fait, alors que les autres sont en train de te dire ah oui tu as bien fait ça, tu as bien fait ça. Donc avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même. Et aussi le troisième point c'est l'acceptation de soi. Ce n'est pas dire qu'on ne va pas s'améliorer, mais accepter qu'au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, voici ce que je suis, je l'accepte. Je vais m'améliorer, mais là, je suis ici. Ça ne sert à rien de comment on dit, de taper sur les mains. À l'instant T, c'est la personne que tu es, tu t'acceptes. Et demain, tu vas t'améliorer, tu vas encore t'améliorer plus tard. Mais pour l'instant, c'est ça que tu es, donc tu t'acceptes comme tu es. L'autre truc aussi, c'est pour les personnes qui se rendent vraiment compte qu'elles ont ces symptômes-là, il est important de trouver un soutien au niveau professionnel. Tout à l'heure, on aura... j'espère au moins que ces diapos-là n'ont pas été malmenés. Il y a une diapo d'auto-évaluation pour que chacun puisse regarder un peu son niveau de stress des 2 dernières semaines, son état émotionnel des 2 dernières semaines, et puis il y a des consignes en bas. L'autre truc, c'est la pratique de la gratitude. Dans la Bible, on dit qu'il faut tout le temps rendre grâce à Dieu.
par des gens, etc. Et en psychologie, on dit la gratitude. C'est la même chose, simplement dans la Bible, on dit ça autrement. Si vous connaissez le chant où on dit compte les bienfaits de Dieu, mais Ça, c'est mon cantique 50. tu seras en louant ton nom. Donc cette technique-ci, c'est justement de compter les bienfaits de Dieu et de les écrire quelque part et d'en faire quelque chose de quotidien. Et lorsqu'on se rend compte que à chaque fois que tu mets ton attention sur le positif qui se passe, ton attention quitte du négatif. Tu n'es plus concentré sur tout ce qu'il y a de négatif. Dans la journée, tu commences maintenant à chercher le positif parce que tu sais que ce soir, je dois écrire 5 gratitudes. Donc, dans la journée, tu es obligé de chercher du positif dans la vie de tous les jours. Et juste ça permet d'avoir un meilleur état mental. Aussi, il y a l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est composé de la résilience, de la maîtrise de soi. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, et j'aurais certainement dû le faire, l'intérêt. Pourquoi souvent parler de ces choses? C'est que parfois, on n'est pas malade. Je ne suis pas déprimée, je n'ai pas d'anxiété. À quoi ça va me servir de suivre un truc sur la santé mentale? Si vous vous souvenez de la définition, j'ai dit que c'est un état de bien-être complet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas malade que tu as un bien-être complet. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est timide ou qui manque de confiance en lui ou en elle, elle a peut-être des dons et des talents. Elle a certainement des dons et des talents que Dieu a mis en elle et qu'elle aimerait partager avec le monde. Mais la timidité, le manque de confiance en soi l'empêche de faire ça. Et si vous vous souvenez de la parabole des talents, quand celui-là est venu pour dire à Dieu que moi j'avais peur que, quand tu vas arriver devant Dieu, tu vas dire que non, j'avais seulement peur, je manquais de confiance en moi, j'étais timide. Dieu ne va pas entendre ça. Parce qu'il t'a donné un talent et il attend de toi que tu le fructifies et que tu dépasses ces peurs-là et ce manque de confiance en soi. Et c'est à ça que sert la santé mentale. C'est pas juste soigner ceux qui sont malades, mais c'est aider ceux qui ne sont pas malades, mais qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, à réaliser ce plein potentiel-là. Je prends un autre exemple. Quelqu'un qui est très irritable. Il y a des gens qui sont impulsifs, n'est-ce pas? Ils ne savent pas du tout maîtriser leurs émotions. C'est des personnes qui peuvent être très, très compétentes, mais qu'on ne mettra pas à certains postes au niveau du travail juste parce qu'elles ne savent pas gérer les autres. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qui manquent. Mais on se dit, ouais, mais je ne suis pas malade, je n'ai pas de maladie mentale, ça me sert à quoi? Ça peut te servir. Par exemple, apprendre l'intelligence émotionnelle, ça sert à ces deux cas-là que je viens de mentionner. La maîtrise de soi, la résilience. Il y a aussi les exercices physiques. La santé mentale, je propose quelques exercices physiques qui sont peut-être plus adaptés à mon public. Il y a le pilates. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un type de sport à basse intensité. Ça ne va pas vous faire forcément trop transpirer, trop être essoufflé. Vous pouvez le faire à la maison, sur un tapis. Vous regardez une vidéo YouTube, vous suivez. Ça ne demande pas trop. Il y a même encore des niveaux dedans. Il y a juste les étirements, parce qu'au final, c'est juste bouger le corps qui est bon. Donc, vous pouvez faire les étirements également à la maison sur votre tapis en suivant une vidéo YouTube. Ou alors, vous pouvez juste aller vous balader. Je sais que tout le monde ici, beaucoup du moins, sont véhiculés, mais de temps en temps, laissez la voiture à la maison, allez-y un peu, marchez un peu. Marcher, c'est aussi une activité physique et c'est excellent pour la santé à tous les niveaux. D'accord. Je suis arrivée à la fin de ces petites astuces. Donc, je vous invite à regarder en bas. Formulaire d'auto-évaluation de l'état mental. Ce formulaire vous aide à évaluer votre état mental sur les 2 dernières semaines. Il couvre l'humeur, l'anxiété, l'énergie, le sommeil et les relations sociales. Répondez honnêtement pour obtenir une évaluation précise. Instruction. Évaluez chaque affirmation selon l'échelle suivante. 0. Pas du tout. 1. Quelques jours. 2. Plus de la moitié des jours. 3. Presque tous les jours. État émotionnel général. 1. Tristesse. Je me sens souvent triste ou sans espoir. 2. Perte d'intérêt. J'ai perdu tout intérêt pour les activités que j'aimais auparavant. 3.
3. Isolement. Je me sens souvent isolé ou seul. 4. Culpabilité. J'ai des sentiments de culpabilité excessive ou de manque de valeur. Niveau d'anxiété et gestion du stress. 1. Tension. Je me sens souvent tendue ou inquiète. 2. Contrôle. J'ai du mal à contrôler mon niveau d'anxiété. 3. Agitation. Je ressens de l'agitation ou une nervosité accrue. 4. Interférence. Mes pensées anxieuses interfèrent avec mes activités quotidiennes. Énergie et motivation, fatigue. Je me sens fatigué ou sans énergie même après avoir dormi. 2. Concentration. J'ai des difficultés à rester concentré à prendre des décisions. 3. Motivation. J'ai peu ou pas de motivation pour accomplir mes tâches. 4. Appétit. Je ressens des changements dans mon appétit, augmentation ou diminution. Sommeil et bien-être physique. Insomnie. J'ai des difficultés à m'endormir ou à rester endormi. 2. Réveil précoce. Je me réveille souvent tôt et ne parviens pas à me rendormir. 3. Cauchemar. J'ai des cauchemars ou un sommeil peu reposant. 4. Tension physique. Je ressens des tensions physiques, maux de tête, douleurs musculaires, etc. Relations sociales et soutien. 1. Désintérêt social. Je ressens une diminution de mon intérêt pour les interactions sociales. 2. Incompréhension. J'ai l'impression que mes proches ne me comprennent pas. 3. Évitement. J'évite souvent de socialiser ou de sortir. 4. Irritabilité. Je me sens facilement irrité ou frustré avec les autres. Évaluation des résultats. Totalisez vos points pour chaque catégorie. Interprétation. De 0 à 5 points par catégorie, vous n'avez pas de signe significatif de détresse. De 6 à 10 points par catégorie, vous avez des signes modérés de détresse. Envisagez des techniques de gestion du stress. De 11 à 15 points par catégorie, vous avez des signes notables. Il faut chercher un soutien professionnel. Il peut être bénéfique. Pour plus de 16 points par catégorie, vous avez un niveau élevé de stress. Envisagez de consulter un professionnel de la santé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la santé mentale.